Effectivement, fait cette présentation-là sur les leçons apprises du programme énergie durable en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, énergie, c'est un moteur de déforestation important qui vient en troisième position pratiquement après l'agriculture itinérante sur brûlis et l'exploitation artisanale de bois. Et les besoins en énergie en RDC est croissant. Et la demande est importante. Et nous avons mis en place depuis 2019 un programme de consommation durable et substitution partielle en fait au bois énergie et dans lequel en fait nous travaillons avec les secteurs privés. Le secteur privé est mis en contribution effectivement pour que nous puissions développer des foyers améliorés et aussi de GPL, donc c'est des gaz liquéfiés, pour pouvoir en fait répondre aux besoins énergétiques et surtout aux besoins énergétiques de cuisson. Et ces programmes-là aujourd'hui apportent ses fruits. Nous apportons en fait des subventions et avec l'aide de nos partenaires de mise en œuvre qui sont le PNUD et l'UNCDF et avec le financement CAFI développé au sein du FONARED, nous appuyons ces secteurs privés qui nous apportent aujourd'hui des résultats très remarquables. Très remarquables dans le sens où d'abord au niveau de leurs propres chiffres d'affaires, pour la seule année 2021, ils ont augmenté les chiffres d'affaires de 40% de moyenne. Et ça, c'est très important. Et aussi au niveau de la disponibilité, ils ont rapproché en fait au niveau de la population les foyers améliorés où la consommation à bois énergie est réduite de pratiquement 50%. Et ça, c'est très important. Et aussi la disponibilité de gaz liquéfié pour la cuisson. Donc ça, nous voulons effectivement par cet appui au secteur privé arriver à cet engagement de la République démocratique du Congo de réduire en fait de 50% la part de la consommation de bois énergie non durable d'ici 2031. Et ça, nous avons besoin du secteur privé pour y arriver. Le besoin, en fait, les offres sont faibles, les besoins sont élevés. Et lorsque l'agence de mise en œuvre a lancé l'appel au secteur privé, donc l'agence a réceptionné beaucoup de soumissions et qui allaient jusqu'à plus de 15 millions de dollars en fait de demandes. Et pour le moment, l'agence n'a répondu qu'à hauteur de 1 200 000. Donc, c'est-à-dire que la demande est là. Et le secteur privé, ça c'est vraiment encourageant au niveau de la RDC et d'accord d'accompagner en fait la vision du pays dans ces domaines-là. Et il est important effectivement que nous mettions beaucoup de moyens pour répondre en fait à cette demande du secteur privé et mettre ces secteurs privés à contribution si on veut préserver la forêt, si on veut effectivement atteindre cet objectif de réduction de 50% de la part des bois énergie non durables dans notre pays. Et quels sont les projets, quelles sont plutôt les provinces qui ont été couvertes par ces projets? Et les projets visent principalement le grand centre urbain. Et il y a le plus grand, c'est la ville-province de Kinshasa. Et nous avons Lubumbashi, nous avons Goma, nous avons également Kisangani dans la province de la Tchopo. Et pourquoi les grands centres urbains? Parce que effectivement, si on regarde aujourd'hui les besoins, c'est le besoin en consommation de bois énergie, c'est d'abord dans le centre urbain. S'il y a la coupe de bois énergie, c'est parce qu'il faut répondre à cette demande-là au niveau des centres-villes. Donc, il est important que si on veut s'attaquer à cette problématique et répondre à cette question, à cette problématique de la préservation de la forêt, nous devons trouver des solutions
aux besoins énergétiques au niveau des grands centres urbains. Et c'est ça en fait l'approche. On va, dans le cadre de ces nouveaux partenariats avec CAFI, la République démocratique du Congo va étendre le programme dans toutes les provinces pour trouver des solutions à cette question de bois énergie et qui ne va pas se limiter aux foyers améliorés et au développement du GPL. Il y a la vision en fait de construire des microcentrales au niveau de territoire de la République démocratique du Congo. Donc pour le moment, il y a un projet pilote de construction de centrales, des microcentrales hydroélectriques au niveau du site de Yamé dans la province de la Tiopo. C'est vraiment un projet pilote où on voudrait installer cette microcentrale-là. Il y a déjà des études de faisabilité, des études d'impact environnemental qui sont réalisées. Et pour le moment, on veut étendre les études de faisabilité sur l'ensemble du territoire de la RDC. Et c'est la vision du gouvernement aussi dans le cadre de ces programmes de développement de 145 territoires. Et effectivement, le FONARED, avec son partenaire, son bailleur CAFI, est là, en tout cas, pour répondre à cette question-là, accompagner le gouvernement dans sa vision et trouver des solutions à ce qui concerne l'énergie des cuissons en République démocratique du Congo. Par exemple, pour la ville de Kinshasa, est-ce que vous pensez réellement que l'impact de votre projet est assez visible, d'autant plus que la demande reste toujours très grande parce que lorsque nous voyons la quantité du bois énergie qui entre dans la ville chaque jour, il y a lieu quand même de s'intéresser aux vrais résultats que vous avez obtenus à Kinshasa. Oui, les 40% dont je parlais ici, ça concerne d'abord l'augmentation des chiffres d'affaires en fait du secteur privé et qui arrive aussi à résoudre le problème d'emploi parce que ça fait plus de 500 emplois qui sont créés uniquement pour la ville de Kinshasa et c'est un élément aussi important à souligner parce que si on passe par le secteur privé, on répond également à cette question de l'emploi au niveau de notre pays. Maintenant, en termes il y a la demande, il y a aussi la disponibilité, l'accessibilité. Ce qui est vrai est que le gaz même n'est pas encore vraiment très accessible au niveau du pays et surtout en particulier au niveau de la ville-province de Kinshasa. Et ça, c'est la raison pour laquelle le prix actuel du gaz, c'est $2,7 le kilo. C'est beaucoup, ça, ce n'est pas accessible à tout le ménage. L'idée, dans le cadre de ce programme, nous avons mis ces plans qu'on appelle master plan. En fait, c'est pour appuyer davantage en fait les secteurs privés et travailler pour augmenter en fait la quantité disponible de gaz en fait au niveau de la ville de Kinshasa et ça va permettre à ce que le prix puisse en fait baisser. L'idée, l'objectif que nous avons maintenant, c'est que d'ici juin 2024, qu'on arrive effectivement au moins à la moitié des prix qui est là aujourd'hui. Ça va... Déjà qu'il y a un seul opérateur sur Kinshasa, ça ne va pas être facile. Oui, il y a d'autres opérateurs qui arrivent effectivement pour fournir ces produits-là sur le marché. Et comme j'ai dit ici, c'est-à-dire que la demande est là. Le problème maintenant aussi, c'est qu'il faut le moyen. Comme j'ai dit, il y avait une demande de plus de 15 millions de dollars pour appuyer le secteur. On n'a pas été à mesure de disponibiliser cette somme-là. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est effectivement d'améliorer cet aspect des choses, de mettre suffisamment de moyens pour que le secteur se développe davantage. Il va y avoir d'autres qui vont certainement s'ajouter et ça va permettre à ce qu'on ait des produits sur le marché. Vous venez d'être nommé récemment coordonnateur adjoint du FONARED. Quels sont les vrais défis auxquels vous allez faire face ?
Oui, les défis sont énormes. Donc là, je remercie euh, le ministre de Finances qui a effectivement porté son choix sur notre modeste personne en collaboration avec son collègue du ministère de l'Environnement. Euh, les défis au niveau du FONARED sont énormes. Aujourd'hui, la RDC s'est engagée vraiment euh, dans cette lutte contre les impacts du changement climatique. Nous avons une CDN qui a été révisée. Les ambitions sont énormes. Ça fait 48 milliards d'ici 2030 pour réaliser nos ambitions de la CDN. Et nous avons à côté de ça le plan d'investissement RED+, qui est un plan effectivement qui doit appuyer la mise en œuvre de notre CDN. Et le premier défi, c'est d'abord la mobilisation des ressources. Et ça, c'est très important. On a eu un premier plan 2015-2020 qui était évalué en fait à 1,1 milliard. Ben, on a mobilisé qu'autour de 200 millions. Donc c'est encore faible. Et là, les ambitions ont augmenté. Et on a un plan maintenant à dérouler sur 10 ans. Donc on a besoin de plus de 6 milliards pour uniquement ces aspects de la RED+ en RDC. Et pour le moment, on a mobilisé les 500 millions de CAFI. On espère mobiliser d'autres aussi. Mais il ne faudrait pas que ce soit seulement CAFI. CAFI ne pourra peut-être pas nous donner les 6 millions dont on a besoin pour réaliser les engagements dans la lettre d'intention. Il est important que nous puissions diversifier nos sources de financement. Et ça, c'est le grand défi sur lequel nous allons nous atteler pour trouver des réponses à ça. Et un autre défi important, c'est effectivement de faire en sorte que les ressources que nous apportons au niveau du pays puissent être alignées sur les priorités du pays. Et puis gérer dans les règles de la bonne gouvernance au niveau de notre pays. Ça, c'est très important. Vous savez, le gouvernement a pu arracher auprès de bailleurs de fonds de CAFI la participation des entités nationales dans la mise en œuvre des activités. Et le grand défi, effectivement, c'est accompagner ces entités nationales dans le renforcement de leurs capacités en termes de gestion financière et comptable. Et ça, ce n'est pas facile. Nous savons ce que ça représente au niveau du pays et nous sommes disposés, effectivement, à mettre toute notre énergie pour y arriver. Et il y a aussi un autre défi en termes d'expertise au niveau de notre pays, les expertises thématiques. C'est important, les enjeux sont là sur le climat. Il est important que nous puissions jouer ces rôles-là de coordination des politiques sectorielles au niveau de notre pays et aussi identifier les expertises qui sont au niveau de notre pays pour que nous puissions aider le gouvernement effectivement à atteindre les objectifs. Les défis sont énormes et nous pensons que nous allons nous mettre vraiment au travail pour y arriver. De plus en plus, les voix s'élèvent pour décrier le mécanisme mis en place justement dans les cheminements des fonds. Il y a l'intervention des agences d'exécution qui sont considérées aujourd'hui comme les absorbants de fonds. La majorité de ces fonds sont carrément distribués dans cette machinerie qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous pensez y aller avec gants ou bien vous avez une thérapie de choc à apporter à cela? Oui, c'était effectivement une des leçons apprises dans le premier partenariat. Et dans les discussions entre le gouvernement et les bailleurs de fonds, il y avait effectivement cette question-là sur la table. Et la solution qui a été trouvée, c'est effectivement faire participer aussi les autres organisations. Et notamment
les organisations internationales, les ONG internationales, à l'époque, n'étaient pas éligibles, et de faire en sorte qu'elles aussi puissent participer. Les ONG nationales également doivent participer dans la mise en œuvre, et aussi les secteurs privés. Parce qu'il n'y avait pas que cet aspect de coûts de structure qui était élevé, mais il y avait aussi un aspect de résultats. Donc la machine est tellement lourde que atteindre les résultats dans le délai posait problème. Donc ça, il faut concilier tout ça. Et la réponse qui a été donnée, c'est effectivement celle-là, de faire participer aussi les autres dans la mise en œuvre et créer un certain équilibre en termes de ratio qui doit exister entre les coûts des structures et aussi les coûts des activités sur le terrain. Je pense que c'est un bon compromis qui a été trouvé. Il est maintenant important que nous puissions travailler pour la concrétisation de ça, et la machine est lancée, et je pense qu'il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie.